Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On commence cette édition avec cette opération antiterroriste organisée ce matin à Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, par le préfet du Nord. 12 domiciles de membres du centre Zara, qui regroupe plusieurs associations, ont été perquisitionnés et 3 personnes ont été placées en garde à vue pour détention illégale d'armes. 6 ordinateurs ont aussi été saisis. Au total, 200 policiers ont été mobilisés pour cette opération. Selon la préfecture, les activités de l'association Centre Zara France étaient suivies depuis quelque temps. Pourquoi ? En raison du soutien supposé marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements qui prôneraient des idées contraires aux valeurs de la République. Nous sommes allés interroger les personnes qui font partie de ce centre Zara France à Grande-Synthe. Voici leur témoignage. C'est une histoire que dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes. Moi, je les prends et je vous prends au défi. Quels sont ces terroristes que nous connaissons? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé. Si ça, c'est le terrorisme, alors De Gaulle aussi il l'était. Tous les armes qu'ils étaient, d'abord, les armes qu'ils étaient chez les personnes qu'on a perquisitionnées. Ils ont pris tous les armes. Tous les armes qui sont ici, ils les ont pris. Mais c'est des armes qui sont autorisées par la loi. Ils ont un permis et ils ont une licence d'entraînement dans les clubs ici. Donc tout ça c'est correct. On est au début du mois d'octobre et c'est le moment pour les agriculteurs de récolter les pommes de terre. Durant les 3 prochaines semaines, ils vont devoir s'activer si la pluie ne vient pas compliquer les choses. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cette année, la récolte devrait souffrir avec des pommes de terre qui seront plus petites, la faute aux fortes chaleurs de cet été. Il existe évidemment une solution, c'est l'irrigation, mais pour des raisons techniques et financières, ce n'est pas donné à tous les agriculteurs. Tout de suite, voici l'un d'entre eux qui s'exprime face à cette récolte qui sera mauvaise. Il y a les moyens, c'est l'irrigation, mais tout le monde ne peut pas irriguer parce qu'on n'a pas l'eau sous les pieds. Mais voilà, cette année, c'est vrai que l'irrigation va faire une grosse différence entre les parcelles irriguées et non irriguées, ça c'est évident. Selon les nappes phréatiques, il y a des arrêtés préfectoraux qui tombent pour des restrictions ou des interdictions. Le salon mondial de l'automobile arrive avec à Paris du 4 au 14 octobre la présence parmi les exposants de l'association étudiante de HEI Lille. Les étudiants présenteront aux visiteurs leur prototype de voiture entièrement solaire. Son nom, c'est Helios 4. Depuis le début du prototypage en 1992, ça remonte tout de même, la voiture est chaque année améliorée. Les étudiants se sont fixés d'ailleurs cette année un objectif, c'est de pouvoir concourir à l'European Solar Challenge de 2020, un rendez-vous qui permet de promouvoir les voitures qui consomment le moins d'essence possible. Le président de l'association Helios nous parle de ce prototype version 2018 et sa vision de l'énergie solaire. Il était au micro de Nicolas Lebrun. On va changer de type de voiture, puisqu'avant on était plus sur des Challengers, donc vraiment optimisés sur la vitesse. Et nous, on veut partir sur une nouvelle classe, donc la classe Cruiser, où le principal changement, c'est qu'il y a un conducteur et un passager. Et donc là, le but, c'est pas forcément la vitesse, mais d'optimiser au mieux la consommation de l'énergie. L'énergie solaire, c'est une énergie intermittente, du coup elle n'est pas disponible tout le temps, donc on a besoin de faire en sorte de préserver au maximum l'énergie. Paris, en fait, on est juste invité mondial de l'automobile, où on retrouve toutes les grandes marques de voitures, et c'est un moyen pour nous de nous faire connaître et potentiellement trouver des futurs partenaires. Place au grand angle de la rédaction, à l'occasion des 170 ans du phare de Calais, on part à la découverte de cet édifice sorti de terre en 1848. Tout de suite les images de Louis Caillé. C'est un phare à l'histoire particulière qui domine les toits calaisiens. Construit à l'origine en 1848 sur un bastion militaire pour faire face aux Anglais, le phare résiste aujourd'hui à un autre assaut, celui du temps. Même si le gardien a déserté les lieux depuis bien longtemps, c'est une association, Opale Tour, qui a pris possession des murs et éclaire les visiteurs durant leur visite.
Ici, on est à peu près à 35 mètres du sol. On est dans ce qu'on appelle la salle de veille. Alors, du temps où le phare était encore gardienné, c'est là où se tenait le gardien qui était d'astreinte. C'est-à-dire qu'on est à 2 étages de la lentille, parce qu'il fallait pouvoir monter souvent dans la nuit, soit pour remonter le mécanisme pour faire tourner la lentille, soit pour nettoyer la lentille, parce que quand c'était éclairé avec du pétrole ou de l'huile de colza, forcément il y avait de la suie, et il fallait constamment nettoyer et entretenir le système. Il y a un peu plus de 20 ans, le phare a bien failli disparaître. À l'époque, les constructeurs avaient opté pour de la brique de sable pour une question de coût, mais celle-ci, poreuse, ne supportait pas l'humidité. Avec le temps, certaines d'entre elles se sont brisées et menaçaient de tomber sur la chaussée et sur l'école voisine. Une des possibilités, c'était de le tronçonner au tiers, retirer 2 tiers de sa hauteur et de planter un pylône à l'intérieur dans du béton. Et puis voilà, ça on sait faire, un pylône en 2 jours c'est monté. Et heureusement, on a trouvé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé les fonds nécessaires pour que les phares et balises refassent totalement l'extérieur du phare. Donc il y a un rang de briques émaillées qui a été fait sur toute la surface du phare. On m'a dit, c'est la dernière fois qu'on met autant d'argent dans un phare. C'était en 1994. Aujourd'hui, les marins n'ont plus réellement besoin des phares pour s'orienter. Les GPS, radars et autres systèmes d'aide à la navigation sont devenus la norme. À quoi bon conserver ce phare qui ne remplit plus vraiment sa fonction première, donner un signal lumineux aux bateaux dans le détroit du Pas-de-Calais? Il a tout à fait son utilité et la même utilité qu'il y a 170 ans. Alors, le phare de Calais, c'est un phare d'atterrissage. C'est-à-dire, c'est pour les navires qui croisent au large, c'est une aide à la navigation, puisque chaque phare a un code visuel, de jour comme de nuit. Le code de jour, c'est tour blanche, manchon noir. Il n'y a que le phare de Calais qui est comme ça dans les environs. De nuit, c'est le code lumineux. Donc nous, c'est 4 éclats groupés avec un cycle de 15 secondes. Alors chaque éclat a une durée précise, mais rien que les 4 éclats groupés, ça nous différencie largement des quelques phares qui vous alentourent. Pour se hisser en haut du balcon, à près de 50 mètres, il faut grimper les 271 marches. Une fois perché, le spectacle qu'offre la vue est exceptionnel. En face, les côtes anglaises, à l'ouest, le Cap Grinet. On comprend mieux, dans le contexte de l'époque, la nécessité de pouvoir observer ce qui se passe en mer. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.